Concernant le logiciel, le BTE et l'ITE comme le RIC seront réglables sur Compass Cloud. Donc, on va aller voir directement ceci. Donc, ici, j'ai mis une petite perte et donc j'ai déjà connecté mes ITE. Donc, on va retrouver ici. Vous allez avoir les référencements donc ACRD1. Donc, pour indiquer que la référence donc, de notre ITE, avec ici les numéros de série, et vous verrez qu'on a un petit R et un petit L qui peuvent être utiles pour vous indiquer si c'est à droite ou à gauche. Un élément également, quand vous allez lancer la connexion, sur l'ITE, vous pouvez voir que vous avez un petit bouton poussoir. Donc, n'hésitez pas à appuyer dessus pour savoir si le produit que vous avez est pour le côté gauche ou pour le côté droit. Ça va clignoter en vert quand vous allez être dans la phase de connexion. Ici, donc, on va aller sur la partie sélection de l'acoustique, où là, vous allez avoir, donc là, j'ai lu mes aides auditives. Donc, je suis avec un écouteur S. Donc, je rappelle cet élément qui est pour moi toujours assez important et qui peut vous donner des bonnes indications concernant votre choix de couplage acoustique. Donc, ici, en rose pâle, ça va être la puissance de votre écouteur, et donc en rose foncé, ça va être la puissance de l'écouteur associée à la ventilation que vous avez décidé de proposer pour votre patient. Ainsi, vous pouvez voir que là, j'ai mis pas des ventes de ce côté-là, et donc on va faire un comparatif fermé d'un côté, ouvert de l'autre. Mais déjà, vous pouvez voir les différences ici entre pas d'évent versus j'ai mis un évent, en l'occurrence là, particulièrement large. Donc, bien renseigner la bonne taille des vents pour être vraiment le plus précis possible au niveau de votre réglage. Et donc, admettons que vous aviez une perte ici à 50 dB, ben très clairement là, vous pourriez voir que les vents que vous avez choisis n'est probablement pas adapté à la perte que vous avez renseignée. Là encore, dans une logique d'ITE, il est fort probable que mon homologue Christine Dang, qui est l'interface entre les fabricants, la zone de fabrication de nos intras et vous, les audioprothésistes, vous aurez probablement suggéré que ce soit au niveau de la puissance de l'écouteur ou au niveau de la ventilation, peut-être que vous n'étiez peut-être pas dans la configuration optimale par rapport à la perte que vous avez renseignée. Donc, un message aussi, soit dit en passant, si vous faites des intras chez nous, n'hésitez pas à passer maintenant par des envois via iScan ou ce genre de choses. Ça va vous permettre de gagner en rapidité de temps de traitement de votre demande, mais également aussi en sécurité. Plutôt que d'envoyer les empreintes par la poste, vous allez perdre du temps et on a toujours le risque que ça s'égare, alors que si vous passez par iScan, il y a quand même plus de chances que votre demande soit traitée et avec certitude. Donc, un petit rappel ici sur la partie du couplage acoustique. Je vais aller là sur la partie programmation de précision. Donc, la partie programmation de précision, en quoi elle consiste? Eh bien, elle va essentiellement consister dans l'étalonnage acoustique, à savoir le test de Larsen. Et donc, j'ai déjà réalisé le test de Larsen en préparation de ce webinaire. Et vous pouvez voir du coup les deux différences, les différences entre une combinaison fermée ici, où du coup j'avais légèrement bouché l'écouteur, versus une configuration plus ouverte. Et donc, en fonction de cela, Videx va notamment calculer l'effet des vents et va donc désactiver des canaux. Donc ça, cet élément-là, vous allez le retrouver que ce soit sur les intras, sur les BTE ou sur les RIC. C'est-à-dire que pour éviter les effets d'autophonation, on va tout simplement désactiver les canaux. On considère qu'il n'est pas nécessaire de faire de l'amplification dans cette zone-là parce que vous êtes dans une configuration ouverte. Euh, Si je passe ici sur la partie du sensogramme, donc
Comment vous allez pouvoir également observer l'effet du couplage acoustique ouvert versus fermé? Eh bien, vous allez l'observer de la façon suivante sur le sensogramme, où ici, à 250 Hz, donc là, vous voyez, par exemple, j'ai cliqué sur ce point-là pour avoir accès à toutes les fréquences du sensogramme. Ici, vous pouvez observer, on va dire, un des premiers avantages, je dirais, d'être sur le cloud. Eh bien, nous avons pu faire une analyse statistique de tous les sensogrammes que nous avons pu collecter sur Compass GPS et maintenant sur Allure également, ce qui nous a permis de voir voilà, l'écart statistique pour le type de perte qui a pu être enseigné. Ce qui veut dire que, admettons que ici, si je fais un sensogramme et que j'ai une valeur de sensogramme en dehors de la zone statistique qui est présentée ici, bah, peut-être que vous avez un problème, en l'occurrence ici sur votre ITE, ou si c'est sur un RIC, sur un des écouteurs, ou peut-être qu'il y a eu une évolution de la perte auditive de votre patient. Je reviens sur ma mesure. Et si je reviens ici à 250 Hz, eh bien, vous pouvez voir que je ne vais pas être en capacité d'aller amplifier au-delà d'une certaine valeur. Donc, c'est normal, c'est parce que je suis dans une configuration ouverte et qu'en fait, le 74 que vous avez là, c'est 74 dB plus la compensation de l'effet des vents parce que nous sommes en appareillage ouvert. Donc, pour ceux qui connaissaient bien Videx, j'en avais déjà parlé dans le cadre du RIC, et donc je réinsiste bien là-dessus. Là où avant vous pouviez avoir en appareillage ouvert des valeurs de sensogramme à 55-60 dB qui étaient liées à cette compensation de l'effet des vents qui était visible, là elle a été automatiquement calculée dans le logiciel. Donc normalement dans les graves, vous devriez vous attendre à avoir des valeurs de sensogramme qui vont tourner aux alentours de la perte auditive que vous avez renseignée. Est-ce qu'il faut faire les mesures sur les 10 points? Pas forcément. Les 4 points ici sont les 4 points essentiels. J'aurais tendance à dire que, il peut être pertinent d'aller mesurer un petit peu plus précisément si vous avez des notches. Donc voilà, des petits trous comme ça, puisque si je le mesure que sur 4 points, bah, vous pouvez voir qu'en fait, ça va interpoler entre ces 4 points, comme on peut l'avoir à gauche. Est-ce qu'il est nécessaire également de mesurer le sensogramme? J'aurais tendance à dire oui et non. Si vous êtes des aficionados de la mesure in vivo, eh bien, et que vous allez réajuster les gains consécutifs à vos mesures in vivo, eh bien là, c'est pas forcément nécessaire de le faire. Ça va vous permettre de coller peut-être plus facilement aux cibles. Par contre, c'est vrai que si vous ne faites pas de contrôle, l'intérêt du sensogramme, c'est que ça va vous permettre d'être très précis très rapidement. Et là, en l'occurrence, ça peut vraiment être un outil particulièrement intéressant. Un autre point intéressant vis-à-vis de ce sensogramme, c'est que maintenant on a la possibilité d'annuler, ce qui veut dire que si vous vous servez du sensogramme pour faire une sorte de contrôle global 6 mois ou 3 mois post-appareillage, eh bien, vous pouvez juste faire un petit contrôle et si vous voyez que ça n'a pas trop bougé, eh bien, à ce moment-là, vous faites annuler et du coup, les modifications que vous avez faites ne seront pas prises en compte dans le cadre du réglage. Donc là, par exemple, je vais annuler. Et donc voilà ce qu'on peut dire au niveau du sensogramme. Donc comme vous pouvez le voir, je dirais que cette partie-là, qu'on soit sur un BTE ou que l'on soit sur un ITE ou sur un RIC, la logique va être relativement similaire. Si je vais ici sur la partie de réglage, alors vous allez retrouver différents éléments assez intéressants. Tout d'abord, vous avez ici les courbes en pointillés qui apparaissent. Donc, Videx a un petit peu changé son approche par rapport à ses cibles. Et maintenant, on va parler de cibles audiologiques, quel que soit le type de couplage acoustique. Et là encore, ça va être un élément qui va être relativement intéressant pour vous, audioprothésistes. Je pense notamment aux aficionados de la mesure in vivo, où bah, typiquement, si vous ne collez pas aux cibles à 500 Hz et à 800 Hz, bah là, vous avez une indication claire que, comme les canaux sont désactivés,
vous n'êtes pas en capacité d'aller coller à vos cibles. Après, vous pouvez voir donc ici qu'on a désactivé les canaux. Je rappelle une nouvelle fois, c'est lié au fait que vous êtes en appareillage ouvert et c'est pour limiter les effets d'autophonation. Au niveau des réglages, là, je peux choisir cette zone-là. Là, je vais augmenter de 3 dB. Là, je vais baisser par exemple de 1 dB. On peut bien entendu séparer entre la gauche et la droite. Et vous allez pouvoir ainsi adapter votre réglage par rapport à vos approches prothétiques à vous. Euh, Nous allons communiquer également très prochainement sur un papier concernant la méthode d'adaptation Videx 2.0 qui est présente dans les aides auditives Allure. Maintenant, on commence à avoir pas mal de recul concernant Allure et on colle plutôt bien aux cibles, notamment vis-à-vis de NAL NL2. Ici, vous allez avoir la possibilité, si vous souhaitez faire des programmes progressifs, par exemple. Donc là, admettons que voilà, j'ai augmenté de 6 dB pour bien marquer la différence. Eh bien, je suis satisfait de mon réglage. Le patient est très content, mais je veux quand même créer des programmes progressifs. Eh bien, ici, je vais créer un nouveau programme universel, donc qui va s'appeler Universel 2. Je vais, par exemple, le faire glisser pour le mettre en programme 1. Et je peux globalement baisser, par exemple, de 3 dB. Et je peux ainsi faire donc un programme 1, un programme 2, qui va être un tout petit peu plus fort. Vous pouvez prendre la décision de faire un programme 3 qui va être également un tout petit peu plus fort. Ça, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez travailler sur vos programmes progressifs. Vous noterez ici quand j'appuie sur le petit plus, il y a eu une mise à jour qui a eu lieu le week-end dernier. Donc, on est toujours dans une amélioration continue concernant le logiciel Compass Cloud. Et pour les connaisseurs de Videx, vous pouvez voir la réintroduction du programme Confort, donc qui peut être une solution relativement intéressante si votre patient veut vraiment avoir une baisse significative de la réduction du bruit, quitte à altérer éventuellement un tout petit peu la qualité du signal de parole. Je continue ici dans mon tour avec notamment le programme Pure Sound. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement intéressant, je trouve. C'est que le programme Pure Sound est vraiment disponible dans plein de configurations. J'en parlerai ultérieurement dans le cadre du BTE. Et donc, ici, vous allez avoir la possibilité de proposer le programme Pure Sound à vos patients. Je rappelle la logique du programme Pure Sound. Elle est faite pour éliminer ce qu'on appelle l'effet de filtre en peigne, c'est-à-dire les interférences au niveau du tympan entre le signal qui est passé au travers de l'évent et le signal qui a été traité par l'aide auditive. On va aller chercher exclusivement du qualitatif. Et le point qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'on va avoir les mêmes niveaux de gain entre le programme Pure Sound et le programme universel. Donc, vous avez vraiment la possibilité de proposer deux sonorités complètement différentes à vos patients. Et après, j'aurais tendance à dire que c'est à lui, en accord avec vous, de voir ce qui convient le mieux aux patients. Et après, vous pouvez tout à fait prendre la décision de mettre le programme Pure Sound en programme 1 par défaut. Si je vais regarder ici dans la partie réglage, vous pouvez voir qu'il y a un élément que je n'ai pas mentionné sur mes ITE, à savoir qu'il y a deux microphones. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est particulièrement intéressant puisque ça permet de proposer des éléments de directionnalité avec votre ITE. Et vous allez retrouver également ici les modes de traitement de parole dans le bruit, hein, donc clarté, équilibre, confort. Donc ça va être des balances à proposer, pour vos patients s'ils veulent plus ou moins une réduction de bruit prononcée. La réduction du bruit de vent, la réducteur de bruit de faible intensité. Je vais ici dans le réglage de l'appareil. Donc, on a le bouton poussoir et donc ce bouton poussoir est bien entendu paramétrable. Ici aussi, un petit résumé concernant les indicateurs acoustiques. Donc voilà, on a fait à peu près le tour concernant l'ITE. Je vais maintenant arrêter cette
le réglage. Donc, j'ai fini le réglage pour l'ITE. Et maintenant, je vais passer sur une connexion avec mes BTE. Donc, je vais prendre une perte un petit peu plus prononcée. Et donc, je vais lancer ici la connexion de Compass Cloud qui est cachée dans un coin. Donc là, une nouvelle fois, hein, je rappelle Compass Cloud qui est notre logiciel qui est 100% en ligne. Donc là, il va potentiellement me demander mon adresse mail. Maintenant, comme j'ai déjà lancé une connexion précédemment, eh bien, je n'ai pas besoin de renseigner mon adresse email. Moi, ce que je vous conseille, c'est dans le cadre de la connexion, c'est là, mes aides auditives, elles sont encore éteintes. Je lance la connexion et uniquement à ce moment-là, je vais allumer mes aides auditives. Et donc là, bon, on retrouve mes ITE qui sont à côté. On va retrouver l'appui sur le bouton pour indiquer si c'est le côté gauche ou le côté droit. Et donc ici, je vais lancer la connexion. Un petit rappel pour expliquer que vous êtes avec des aides auditives qui vont être relativement puissantes. Et donc là, je vais passer sur la phase de connexion. Donc, ici, on retourne dans la configuration du logiciel. Vous avez le choix au niveau du tubing, hein, donc 0,9, 1,4 ou classique. On va respecter ce qu'il nous dit ici. Donc, avec les recommandations, donc là, dans cette configuration-là, vous pouvez voir qu'il va recommander un manchon avec évent. Je vais appliquer la programmation. Et là, finalement, vous allez voir que l'approche que vous avez pu découvrir avec le RIC ou avec l'ITE va être finalement relativement similaire. Alors, les représentations, excusez-moi, dans le cadre du test de Larsen sont un tout petit peu différentes. Mais une nouvelle fois, vous pouvez tout à fait lancer ici le test de Larsen. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on a retravaillé la représentation graphique au niveau du test de Larsen pour que vous soyez en capacité de suivre l'évolution et bien vous assurer que la mesure est effectuée. On a à nouveau ici le sensogramme. Et donc, je passe ici sur la partie programmation. Donc là, vous voyez qu'avec des pertes un tout petit peu plus importantes et en analyse par défaut, on a seulement désactivé 2 canaux. Et donc là, bah, pareillement à ce que je vous ai montré avec l'ITE, je vais changer ici de 3 dB. Je peux changer ici les valeurs de 3 dB. Alors, ce que vous allez voir, c'est que ça va bouger quand même la globalité des valeurs de gain. Ça, c'est pour s'assurer qu'on va tout le temps préserver des ratios de compression optimales. Et ça, je trouve ça relativement intéressant pour vous. C'est que ça va vous permettre voilà, de travailler sur votre Sony et tout en étant sûr de ne pas altérer la qualité sonore des aides auditives que vous allez proposer à vos patients. Ici, je rappelle, hein, les taux de compression arrivent, vous pouvez les voir ici. Euh, je rappelle également que les recommandations usuelles qu'on peut avoir tendance à donner, c'est pas avoir des ratios de compression au-delà de 3. On va conserver cette recommandation pour Videx, même si historiquement, Videx va avoir des temps de retour relativement lents, ce qui va permettre de préserver peut-être une certaine forme de linéarité un petit peu plus longtemps en fonction des niveaux présentés. Et ce qui fait que si vous êtes à 3,1, ce n'est pas la catastrophe non plus pour vos patients. Mais de manière générale, on va quand même rester à vous recommander de rester en dessous de 3. Et puis, vous allez retrouver ici les composantes, donc la possibilité de jouer sur le Larsen. Donc, quand vous allez sur fort, moi, je ne vais pas vous recommander d'aller systématiquement sur fort. Entre moyen et fort, sur quels paramètres vous allez jouer? Je rappelle que Videx a un gestionnaire de Larsen maintenant adaptatif et individualisé. Donc, quand vous allez passer de moyen à fort, vous allez juste
avoir un décalage fréquentiel un tout petit peu plus prononcé. Donc du coup, j'aurais tendance à vous suggérer de le laisser sur moyen, sauf si effectivement vous avez un patient qui est vraiment gêné par des problématiques de l'arsène. Ici, donc, vous allez retrouver le locateur HD avec pavillon virtuel, hein, donc qui n'était pas présent avec l'ITE, ce qui est un petit peu normal, hein, puisque vu le positionnement de l'ITE, il n'y avait pas véritablement de pertinence à reproduire le pavillon virtuel. Et puis, une nouvelle fois, les modes de traitement de la parole et du bruit, le réducteur de son impulsionnel. Donc ça, c'est un élément qui est assez intéressant. C'est comme Videx a un temps de traitement de signal extrêmement rapide, on va avoir un réducteur de bruit impulsionnel particulièrement efficace. Vous avez ici la valeur par défaut qui est marquée en moyen. Après, sauf si votre patient vit vraiment ou travaille vraiment dans des environnements dédiés au bruit impulsionnel, pour moi, il n'y a pas de raison d'aller changer ces paramètres-là. La réduction de bruit de vent, elle est sur fort. Je ne vois pas vraiment de raison, là encore, d'aller diminuer pour aller sur moyen ou sur faible. En général, on va plutôt être dans de la recherche de diminuer le bruit de vent au maximum. Et concernant le réducteur du bruit de faible intensité, là, pareil, il est placé sur moyen. Vous allez travailler sur une réduction de bruit un petit peu plus prononcée si vous allez sur fort, mais peut-être que ça va impacter vraiment significativement sur des bruits de climatisation ou ce genre de choses, vu que chez Videx, on est quand même dans une composante relativement naturaliste du traitement de l'information. Éviter que ce soit gênant, oui. Complètement couper le signal, peut-être pas forcément. Comme vous avez sur le BTE une LED et un bouton poussoir, ben vous allez avoir des possibilités de programmation plus développées, où sur le bouton poussoir, vous allez pouvoir mettre du volume, ou, pardon, je dis des bêtises, vous allez avoir la possibilité de changer de programme ou de couper couper le son. Et ici, vous allez avoir la possibilité, voilà, de paramétrer l'aide auditive comme vous le souhaitez. Un point également que je souhaitais vous montrer, c'est ici, vous pouvez imprimer le réglage de l'appareil. Et donc, vous allez avoir un récapitulatif qui peut être relativement intéressant pour votre patient et ainsi lui rappeler ce que vous avez programmé avec vos aides auditives. Le dernier point que je voulais vous montrer, vous avez ici l'assurance qualité. Donc, si vous voulez passer votre aide auditive en chaîne de mesure, avec également ici l'apparition de la fiche technique, avec du coup les composantes de votre aide auditive. Voilà, on a parcouru, on a alors également, j'ai oublié de le mentionner, hein, le programme Pure Sound qui va quand même être disponible même pour les BTE. Donc là encore, ne pas hésiter à le tester. Vous voyez ce que ça dit avec votre patient et vous allez également retrouver le programme Confort. On a également le programme de bobine téléphonique hein, qui est présent sur notre BTE. Voilà, il est 13 heures. J'ai fait à peu près le tour concernant les adaptations de ces aides auditives. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors effectivement, sur les noms des programmes, on ne peut pas les changer, mais ça devrait arriver en 2026. Je garde la surprise sur ce point-là. Alors effectivement, le sensogramme est un petit peu plus long sur Allure que par rapport au SmartTrick. C'est pour ça que je vous mentionnais que vous pouvez faire le sensogramme éventuellement sur 4 points et pas forcément sur 10. La raison de cette durée un petit peu plus longue, c'est qu'en fait, quand on va lancer la commande de test de sensogramme, en fait, ça va sur le cloud et ça repart, et c'est ça qui génère une certaine forme de latence, d'où le fait que ce soit un petit peu plus long que ce que vous aviez l'habitude de connaître sur Moment. Après, une nouvelle fois, gardez en tête que la méthode d'adaptation est déjà particulièrement efficace. Et donc, moi, pour moi, et alors surtout si vous faites de la mesure in vivo, je vais vous conseiller de la renseigner
Mais vous allez de toute façon réadapter avec la mesure in vivo. Et n'hésitez pas dans un premier temps de le faire sur 4 points. Ça va déjà être une première base de travail qui va être tout à fait saine, sachant que si vous êtes sur un couplage acoustique fermé avec une perte un petit peu plus prononcée, il va vous demander également le 500 Hz. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour vos retours. C'était un vrai plaisir. J'espère que ce format-là vous convient. N'hésitez pas. Donc j'ai enregistré le webinaire. Je le remonterai et on le remettra disponible sur notre site internet. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions complémentaires. On est là pour vous aider hein, et pour que vous ayez les meilleurs appareillages possibles avec les aides auditives IDEX. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée et un excellent appétit et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.